Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère, Laith Marouf, est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec toi, Nima. Laith, permettez-moi de commencer par ce qui a été rapporté dans l'un des journaux israéliens les plus importants. Il s'agit du Yedioth Ahronoth. Il parle de Ahronoth, oui. Et Laith, leur évaluation du Hezbollah et de son comportement semble être que si le Hezbollah ne répond pas aux attaques israéliennes, c'est parce qu'il se prépare à un conflit de longue durée avec Israël, en renforçant ses capacités. Et s'ils répondent, ce sera de manière massive. Quelle est la situation du Hezbollah et quel est l'état d'esprit concernant la réponse à ce qu'Israël fait au Liban? Je pense que c'est une évaluation correcte. Le Hezbollah n'allait pas réagir à chaque petite attaque survenue depuis le cessez-le-feu. Il devait accomplir plusieurs choses. L'une d'elles consistait à montrer à la population libanaise que, quoi que le gouvernement tente de faire, cela ne réussirait pas. Ils ont donc laissé le gouvernement libanais essayer d'obtenir que les garanties européennes et américaines du cessez-le-feu se traduisent réellement par des actes. Ils voulaient aussi que les gens voient ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe dans toute la région, ce qui s'est passé à Gaza avec le cessez-le-feu. C'est donc un aspect. Ils voulaient s'assurer que la population libanaise dans son ensemble comprenne qu'il n'y a aucun moyen de traiter avec les sionistes autrement que par une défaite militaire. Donc ça s'est déjà produit et ils ont réussi à le faire. L'autre point, c'est que le Hezbollah n'a aucun intérêt à revenir à une confrontation militaire avec les sionistes, à moins qu'il n'y ait un résultat final garantissant que la guerre et les attaques constantes ne reprendront pas. Donc en ce moment, le Hezbollah se renforce. Il a reconstruit ses capacités, reconstitué ses stocks, réorganisé ses structures militaires, installé de nouveaux dirigeants inconnus au sein de ses bataillons. Et il est prêt pour une confrontation totale. Une confrontation qui remettra les sionistes à leur place afin qu'ils puissent revenir à la situation d'avant 2023. Vous savez, comment appelle-t-on cela? La dissuasion. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de dissuasion totale des sionistes, il n'y a aucun intérêt à les affronter. Je pense que ce journal a enfin compris à quoi le Hezbollah est prêt. Et s'il y a un retour à une guerre à grande échelle, elle ne durera pas 1 jour, ni 2 jours, ni même 66 jours. Souvenez-vous, la dernière fois, pendant la guerre de 2023-2024, il y a eu une confrontation de 66 jours, la plus longue entre le Hezbollah et les sionistes. Durant celle-ci, le Hezbollah a réussi à stopper la tentative d'avancée des sionistes. Donc cette fois, cela durera probablement encore plus longtemps et le Hezbollah devra la gagner pour s'assurer que les sionistes soient dissuadés à jamais. Laith, comment as-tu trouvé ce sommet à Doha, avec tous ces événements régionaux et ces puissances qui se réunissent pour dialoguer? Comment évalues-tu le résultat ou l'objectif d'un tel sommet à Doha au Qatar? Est-ce important? Est-ce important pour l'avenir de la résistance? Parce que cela favorise une forme de communication au sein du monde musulman que je trouve importante. Mais en ce qui concerne la résistance, quel en est le résultat? J'ai regardé la liste des invités qui ont pris la parole, et c'est en quelque sorte une indication du monde dans lequel nous vivons. Quand on voit Francesca Albanese, la rapporteuse italienne des Nations Unies sur les droits des Palestiniens, participer à la même conférence que Abu Muhammad al-Julani, le chef du HTS qui contrôle actuellement certaines parties de la Syrie, cela montre vraiment à quel point le monde dans lequel nous vivons est déformé.
Qu'une représentante des Nations Unies accepte de s'asseoir à la même conférence qu'un terroriste, un coupeur de tête, c'est déjà quelque chose. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est la présentation de l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai un trou de mémoire. Javad Zarif, oui, Javad Zarif. Javad Zarif, yeah. Zarif, yes, Jawad Zarif. And I thought that was the most important. Je pense que c'était la présentation la plus importante du sommet de Doha, car Javad Zarif semblait avoir abandonné tout le langage diplomatique pour lequel il était connu. Il a parlé franchement devant les monarques et les gouvernements du Golfe, leur rappelant que ces pays du Golfe avaient versé à Saddam Hussein des dizaines, voire des centaines de millions de dollars pour commettre un génocide contre l'Iran et tenter de le détruire après la révolution islamique. Et lorsque Saddam Hussein s'est ensuite retourné et a occupé le Koweït, il a même appelé les Iraniens en disant « Hey, on peut devenir amis et prendre le contrôle de toute la région ensemble ». L'Iran a rejeté cette proposition et a soutenu la libération du Koweït. C'était donc le moindre de ce que Zarif a dit. C'était en réalité la chose la plus polie qu'il ait adressée à un auditoire composé principalement de personnes venues du Golfe, assises là. Et donc, cela, je pense, indique que le courant libéral du gouvernement iranien, ou ceux qui appartiennent au même type de mouvement que Zarif, ceux qui ont tenté des négociations pendant des décennies avec l'Occident et le Golfe, ont désormais atteint la fin de leur parcours. Et maintenant, tout le monde comprend qu'il faut que l'Iran se défende. Il n'y a plus de négociations avec l'Occident génocidaire, ni avec ses vassaux locaux. C'est très important. Vous savez, le fait que Zarif s'exprime dans un langage aussi direct signifie qu'il ne reste plus personne au sein de l'élite politique iranienne qui tentera de négocier avec l'Occident sur le dossier nucléaire, et que l'Iran est prêt pour la guerre qui s'annonce. Il se prépare et il comprend qu'il sera attaqué, que même ses voisins comploteront très probablement contre lui. C'est donc, je pense, l'élément le plus important de ce sommet de Doha. L'autre chose, Laith, en ce qui concerne la région et les politiques de l'Iran, d'après ce que nous avons appris des médias dominants en Occident, ils parlent toujours du fait que l'Iran veut dominer la région et tout ce qui s'ensuit. Ils disent que la principale raison des actes de résistance, c'est la domination de l'Iran. Mais je ne vois pas les choses ainsi. Quand il s'agit du Yémen, quand il s'agit du Hezbollah, ce sont des pays indépendants. Par exemple, au Liban, ce sont des Libanais qui décident de leur propre avenir et se défendent eux-mêmes. Ou, dans le cas du Yémen, ils ne demandent pas à l'Iran quoi faire. Ils font ce qu'ils estiment juste, en accord avec leur propre politique et leur propre stratégie. Mais comment vois-tu cela résonner au sein des États arabes, parmi les dirigeants de ces États? Y a-t-il des preuves réelles ou une raison de croire que l'Iran veut dominer la région? Quel est le but final, selon toi? Écoutez, si j'étais aux commandes en Iran, j'aurais en réalité dominé la région ouvertement. Et vous savez, à mon avis, c'est l'une des faiblesses du gouvernement iranien. En ce moment, c'est soit l'Iran, soit les États-Unis qui occupent l'Irak. C'est la vérité. Alors, autant que ce soit l'Iran qui le fasse. C'est soit l'Iran, soit les Américains, les Israéliens et les Turcs qui occupent la Syrie, autant que ce soit l'Iran qui le fasse. Mais le gouvernement iranien ne veut pas le faire, malheureusement, selon moi. La plupart des gens diraient que c'est une bonne chose que l'Iran ne le fasse pas. Mais dans le cas du Yémen, du régime Houthi, du mouvement Ansarullah et du Hezbollah au Liban, ce sont des mouvements qui ont réellement du pouvoir dans leur propre pays, qui peuvent influencer l'orientation de leurs États, qui se développent par eux-mêmes et n'ont pas besoin que l'Iran intervienne pour garantir que les Américains n'occuperont pas. C'est pourquoi j'ai mentionné la Syrie et l'Irak lorsque je parle d'ingérence directe de l'Iran.
ce que selon moi, encore une fois, il devrait faire. Je pense que Zarif, dans son discours, l'a mentionné explicitement. Regardez, l'Iran n'est plus en Syrie, mais tous ces problèmes persistent. Pourquoi personne n'en parle-t-il plus? L'Iran n'est pas en Irak. L'Iran n'interfère dans aucun des pays du Golfe, ni au Soudan, ni en Libye. Et tout cela est en flammes. Pendant ce temps, le génocide continue à Gaza, et l'Iran n'intervient pas. Alors, où sont passés tous ces discours accusant l'Iran d'être responsable des problèmes de la région? Il est désormais évident, même un enfant de 5 ans pourrait le voir, qu'Israël et les Américains qui les soutiennent constituent le principal problème dans le monde arabe et musulman dans son ensemble. De la Mauritanie à l'Indonésie, pour chaque problème, on peut en accuser Israël et les États-Unis. Et ce n'est pas une conspiration, c'est au grand jour. Je pense donc que la majorité du public dans le monde arabe et musulman, tous ceux qui avaient été trompés d'une manière ou d'une autre par cette propagande anti-chiite et anti-iranienne que les pays du Golfe, les sionistes et les Américains ont diffusé sur les marchés arabes et musulmans au cours des 20 dernières années, ne l'est plus aujourd'hui, face au génocide perpétré de manière si publique. Et comme l'Iran est le seul pays à être réellement venu à la défense du peuple de Gaza, en dehors bien sûr, des mouvements de libération au Liban, en Irak et au Yémen, qui ne sont pas des gouvernements à part entière. Ces pays sont encore disputés par les Américains et les sionistes. Ainsi, le public observe désormais, dans le monde arabe et musulman, qu'aucune démocratie n'a été instaurée en Syrie avec la destitution du président Assad. Aucune démocratie n'a été instaurée en Libye, aucune démocratie n'a été instaurée au Soudan, aucune démocratie n'a été instaurée en Irak. Ainsi, le poids du printemps arabe et de la propagande qui l'accompagnait s'est déplacé. Je pense que, d'une certaine manière, l'axe de la résistance, sa position face aux peuples arabes et musulmans, est aujourd'hui bien plus forte qu'il y a 2 ou 3 ans, en raison du génocide qui s'est produit, parce que l'axe de la résistance a été le seul à venir en défense des Palestiniens, et à cause de la chute de la Syrie et du fait que la Syrie soit devenue un terrain de jeu pour les sionistes. Aujourd'hui, je regardais une vidéo montrant ces rabbins sionistes des Israéliens, au cœur d'Alep, profanant une synagogue juive syrienne qui avait été protégée pendant des décennies par le gouvernement syrien, depuis que les citoyens juifs d'Alep étaient partis pour New York. D'ailleurs, la plupart des juifs syriens ne se sont jamais installés en Israël. Ils ont refusé d'y aller. La majorité d'entre eux vivent à New York ou à Montréal, au Canada. Mais voir ces Israéliens se promener librement sous la protection du HTS dans la vieille ville d'Alep, entrant dans ces synagogues préservées, cela montre bien sûr, qui est aux commandes. Et je pense que chaque Arabe et chaque musulman, regardant ces vidéos de sionistes défilant à l'intérieur de la Syrie, se rend compte à quel point ils ont été naïfs d'avoir soutenu les manifestations du HTS. Si nous avions Turki al-Faisal, vous savez, l'ancien chef du renseignement en Arabie Saoudite, il a dit que la plus grande menace pour la stabilité de la région, c'est Israël, pas l'Iran. Est-ce que cela va être le cas pour leur stratégie, pour leur politique, ou est-ce quelque chose de nouveau? Parce que je n'ai jamais entendu cela de la part de l'Arabie Saoudite auparavant. Que se passe-t-il dans l'esprit des gens ou de la direction en Arabie Saoudite? Turki al-Faisal était le père des plans des escadrons de la mort wahhabite. Il était responsable de, c'est là la partie importante, Laith. Oui, il était responsable de la création d'Al-Qaïda, de l'État islamique en Irak, de l'EI, du HTS. C'est le principal opérateur de ces escadrons de la mort wahhabite à travers le monde, d'Al-Shabaab en Somalie, à Boko Haram, au Nigeria, aux côtés des Américains
et des Israéliens. Mais il est, en quelque sorte, le maillon le plus fort de ce réseau de renseignement en raison du contrôle qu'il exerçait sur les prédicateurs wahhabites, les prédicateurs de ces mosquées qui recrutaient ces escadrons de la mort wahhabites. Maintenant, je prendrai ces propos au sommet de Doha avec des pincettes. Je pense que, puisque les choses sont désormais si claires pour la plupart des Arabes et des musulmans, à savoir que ces escadrons de la mort wahhabites ne combattront jamais Israël, et que l'Iran et les chiites du monde arabe ont été les défenseurs de la mosquée Saint Al-Aqsa et des Palestiniens de Gaza contre le génocide, cela a vraiment affaibli les capacités de propagande de la secte wahhabite à recruter contre la résistance dans le monde arabe et musulman. Il doit donc y avoir, du moins pour Turki al-Faisal et ses dirigeants du réseau de mouvements wahhabites, un certain changement dans leur propagande afin de ne pas perdre complètement la bataille. Donc nous avons vu par exemple hier ou avant-hier, oui c'était hier, peut-être il y a 2 jours, la commémoration de la chute de Damas aux mains du HTS. Nous avons vu cette nouvelle armée syrienne défiler à Damas et marcher au son de chants sur la libération de la Palestine, d'accord? Et les sionistes se seraient publiquement plaints de cela. Maintenant, à mon avis, bien sûr, ces membres du HTS, ce même jour, traversaient des villages dans le sud de la Syrie, passant devant les forces d'occupation israéliennes et les saluant simplement, d'accord? Donc les sionistes se plaignent de la fanfare et des chants pour la Palestine du HTS, alors qu'il est probable que les sionistes aient demandé au HTS de le faire pour leur donner l'air d'être d'une certaine manière pro-palestinien. Et ensuite, les Israéliens s'en plaignent. Je vois cela de la même manière. Quand je parle de Turki al-Faisal prononçant ces mots, ce n'est qu'un changement de tactique de propagande. Mais en coulisses, les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Bahreïnis et leurs services de renseignement continuent tous de recruter des escadrons de la mort wahhabite pour tenter d'attaquer l'Iran depuis le Baloutchistan, depuis l'Afghanistan, depuis l'Azerbaïdjan. Tout cela continue encore. Donc je ne pense pas que quiconque doive se laisser tromper par ce changement de tactique de propagande. Si vous êtes allé en Italie, et nous savons qu'en Europe, à Doha, l'un des représentants de ce panel que vous avez mentionné, Javad Zarif, en faisait partie. La dame, si je ne me trompe pas, était italienne. Elle a dit que la première priorité pour l'Europe, c'est l'Ukraine. Et elle n'a même pas mentionné le Moyen-Orient. Alors que se passe-t-il en Europe selon vous? Voyez-vous une sorte de division entre le peuple et les dirigeants là-bas? Et à quel point cette division est-elle profonde, si c'est le cas? Il est certain que la population en Europe est totalement en désaccord avec les élites et les gouvernements. Je pense que des sondages réalisés en Europe ont montré que même la population la plus soumise à la propagande, en Allemagne par exemple, considère l'entité sioniste comme un ennemi. Je pense qu'environ les 2/3 de la population allemande sont opposés à la colonie sioniste et à ce qu'elle fait. C'est énorme. Et c'est la même chose pour la plupart de l'Europe. D'accord? Maintenant, le problème auquel nous faisons face, en tant que personnes de cette région, c'est que les populations en Europe, les services sociaux dont elles bénéficient, les soins de santé, l'éducation, les transports, peu importe, sont en réalité tous financés par le pillage des ressources de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Par exemple, lorsque j'étais en Italie, probablement l'endroit où les mouvements anti-guerre et anti-impérialistes sont les plus actifs en Europe, avec des grèves tous les 2 jours, j'ai vu des manifestations à Gênes, Milan et Rome,
rassemblant des centaines de milliers de personnes, et les syndicats en grève lors de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien le 27 novembre. Mais cela ne s'est pas traduit par une action radicale. Ces syndicats veulent la fin du génocide à Gaza, mais ils n'ont aucun problème avec le gaz et le pétrole pillés en Libye qui permettent de chauffer l'Italie. Il y a là une contradiction. There's a contradiction there. Ces mouvements, ces syndicats demandent l'arrêt de la vente d'armes de l'Italie à la colonie sioniste. L'Italie, d'ailleurs, est le troisième vendeur d'armes aux sionistes, après les États-Unis et le Royaume-Uni, et l'Allemagne. Alors, où sont ces syndicats, avec leurs membres travaillant dans ces usines qui produisent les armes? Ils n'appellent pas leurs membres à cesser le travail. Ces usines ne se sont pas mises en grève ce jour-là, même si tous les autres syndicats et toutes les branches de ces syndicats l'ont fait. Parce que les travailleurs de ces usines d'armement appartiennent aux grands syndicats qui étaient en grève ce jour-là. Ces branches de ces syndicats ne se sont pas mises en grève. Il y a de véritables citoyens italiens à l'intérieur de la colonie sioniste, membres du groupe Leonardo Industries, le plus grand fabricant d'armes d'Italie, qui construisent effectivement des armes en Israël. Leonardo possède des usines d'armement là-bas. Que font ces Italiens s'ils veulent vraiment mettre fin au génocide commis en leur nom, un génocide perpétré avec des armes produites dans leur propre pays? Que font-ils, au-delà des grèves ou des manifestations? Ils doivent entrer dans ces usines et les fermer. Ils doivent traduire leurs élites en justice. Je veux dire, regardez, il y avait un très célèbre chef italien. Il s'appelait Chef Rubio. Je pense que c'est le chef italien le plus célèbre de l'histoire moderne. Il avait toutes ses émissions de télévision. L'une d'elles a été traduite en une quarantaine de langues et diffusée sur Discovery Channel et d'autres chaînes à travers le monde. Et cet homme, des voyous sionistes, lui ont tendu une embuscade devant la maison de sa mère et l'ont battu presque à mort. Ni la police n'a poursuivi les auteurs, ni le système judiciaire. En fait, les militants en Italie l'ont tout simplement abandonné. Vous pouvez imaginer ça? Bon, disons que le système judiciaire ne va pas fonctionner. Tout est contrôlé par les sionistes. Imaginons cela. Ou que la police en Italie soit contrôlée par les sionistes. Eh bien, tu es italien. Je sais que tu peux faire plus. Je sais que c'est une vie de mafia. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de représailles contre, disons, le producteur médiatique juif italien le plus en vue? La même chose. Tendre une embuscade devant la maison de sa mère, faire quelque chose. Que se passe-t-il ici? Comment pouvons-nous laisser cela se produire et passer comme si de rien n'était? Parce que maintenant, les sionistes pensent qu'ils peuvent tuer un Italien à Gaza, ce qu'ils ont fait. Vittorio Arrigoni, le martyr Vittorio Arrigoni, a été tué par les Israéliens en 2009 à l'intérieur de Gaza. Et en plus, ils pensent qu'ils peuvent tuer un citoyen italien en Italie, et que ni le gouvernement italien, ni le peuple italien ne se soucieront de riposter. Voilà, malheureusement, les limites. Et si j'étais la fasciste Meloni, la présidente, je ne me soucierais pas de ce que pense mon peuple. S'ils sont tous des mauviettes comme ça, si je peux faire tout ce que je veux, ils peuvent aller dans la rue, manifester, puis retourner à l'usine pour me fabriquer des armes. Pourquoi me soucierais-je, en tant que première ministre ou présidente de l'Italie, de l'opinion de ma population? Le cas de l'Allemagne est encore pire. Le nouveau chancelier allemand dit vouloir soutenir Israël aussi longtemps qu'il le faudra. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe en Allemagne? Il semble qu'à chaque fois qu'il y a un génocide, ils en font partie. Qui est l'ennemi de l'Allemagne au Moyen-Orient qui la pousse à ressentir cela envers le peuple palestinien?
feel this way against, the Palestinian people. Yeah, look, of course. Oui, écoute, bien sûr, chaque fois que je regarde comment la police en Allemagne traite les manifestants, je me dis que tu sais, les Israéliens n'ont pas besoin d'envoyer des voyous comme ils l'ont fait en Italie pour tabasser chef Rubio. D'ailleurs, c'était de vrais voyous israéliens qui ont pris un avion à Tel Aviv, ont atterri à Rome, l'ont passé à tabac, puis sont repartis. Les Israéliens n'ont pas besoin de faire ça en Allemagne. La police allemande est en train de battre des enfants à mort. Chaque jour, je regarde ces vidéos et je me dis « Oh mon Dieu, ce sont littéralement des voyous », vu la manière dont ils traitent ces manifestants, ainsi que les femmes et les enfants dans ces manifestations. Donc, c'est un pays fasciste. So it is a fascist country. Germany is fully Nazi right now in terms of the government. L'Allemagne est entièrement nazie en ce moment, en ce qui concerne le gouvernement. Bien sûr, le peuple est contre cela. On le voit dans tous ces sondages. Mais encore une fois, la population ne fait rien. C'est pire que pendant l'Holocauste, sous le régime nazi. Car à l'époque, 70 000 Allemands avaient pris les armes contre les nazis. Où sont ces Allemands aujourd'hui pour prendre les armes contre les fascistes au pouvoir? Les sionistes nazis qui dirigent le gouvernement. Ils sont introuvables. Donc, clairement, je pense qu'il y a un contrôle fasciste plus stable dans la plupart des sociétés européennes aujourd'hui qu'il n'y en avait lorsque Hitler était au pouvoir. L'autre chose que je pense que la plupart de nos téléspectateurs ne réalisent pas, c'est que les peuples arabes ont été les premiers autres pour les Européens. Depuis le tout premier jour où un Européen a mis le pied hors d'Europe, vers le sud ou l'est de la Méditerranée. Nous avons été les premiers autres. Peut-être que les gens pensent que la division principale du racisme se situe entre les Blancs et les Noirs. Et cela peut être vrai aux États-Unis. Mais la véritable fracture du racisme dans les sociétés européennes, c'est Arabes contre Européens. Et la plupart du temps, lorsque l'on voit ces populations européennes interrogées, disant qu'elles sont contre le génocide ou pour la libération palestinienne, cela s'arrête là. Elles ne veulent pas voir un peuple arabe uni. Ils préfèrent soutenir les contrats kurdes en Syrie, qui tentent de construire une colonie fondée sur la ségrégation ethnique de type apartheid et de procéder au nettoyage ethnique des chrétiens assyriens et des musulmans du nord-est de la Syrie. Et ils descendent se battre, les armes à la main. J'ai rencontré des gens comme ça en Italie. Ils sont descendus dans le nord de la Syrie, ont porté les armes sous le drapeau de la CIA aux côtés des YPG. Mais ils ne porteront pas les armes pour aller sur la ligne de front en Palestine, parce que dans leur esprit, la limite est là. L'arabe est un monstre. L'arabe est leur ennemi ultime, leur premier ennemi. Voilà, les peuples arabes. Par conséquent, la Palestine est mise à l'écart, éloignée de l'unification et de la libération arabe. Et dès que vous dites à ces Européens, « Mais vous savez, la Palestine ne peut pas exister si elle n'est pas unifiée avec le Liban et la Syrie », ils répondent, « Oh, vous êtes un nationaliste arabe. De quoi parlez-vous » Mais ils n'ont aucun problème à soutenir les nationalistes kurdes, même s'ils pratiquent le nettoyage ethnique et commettent un génocide contre des millions d'Arméniens, de Grecs, d'Assyriens et d'Arabes. Ça, c'est acceptable. Mais que les Arabes s'unissent et forment un État arabe unifié, ouf, là c'est du nationalisme. Il y a donc ces limites quand nous traitons en tant que peuple arabe, en tant que peuple musulman, avec les Européens. Il y a cette limite. Ils sont favorables aux droits humains pour la Palestine, mais ils n'acceptent pas que les peuples arabes soient affirmés et unis contre le colonialisme européen. Il y a en ce moment une sorte de débat, comme vous le savez sûrement, sur ce qui se passe, parce que la rhétorique de Donald Trump affirme que l'Europe est en train de se détruire à cause de ses politiques migratoires.
Et en ce qui concerne l'immigration, ils essaient d'exagérer le pouvoir des populations musulmanes en Europe et aux États-Unis, d'une manière ou d'une autre. Quelle est la politique derrière tout cela? Parce que je ne vois pas tant d'influence des musulmans sur le gouvernement ou sur les politiques. Vous savez, quand on parle du Royaume-Uni, chaque fois qu'on regarde les médias grand public en Occident, qu'ils soient de gauche, de droite ou même centristes, ils parlent tous de la façon dont les musulmans changeraient la société au Royaume-Uni, par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Et la plupart du temps, quand ils parlent des musulmans, ils montrent cette image des wahhabites ou des salafistes et ils disent qu'ils sont tous pareils. Ils ont créé cette image où ils essaient de présenter tous les musulmans comme étant les mêmes. Des wahhabites, des salafistes, Daesh ou tout autre label qu'ils peuvent utiliser. Comment pouvons-nous répondre à cela? Comment pouvons-nous formuler un argument qui aide les gens à mieux comprendre la situation? Parce que beaucoup de personnes en Occident sont déconcertées par ce genre de rhétorique. Elles ne savent pas vraiment ce qui se passe. Elles ont besoin de comprendre la différence entre les wahhabites et les musulmans ordinaires. Alors comment expliquer cela? Et qu'en est-il des personnes vivant dans ces pays et qui subissent beaucoup de pression? Quel est ton point de vue là-dessus? Oui, évidemment, les sionistes ont attisé la haine contre les peuples arabes et musulmans depuis des décennies, et cela s'est intensifié après l'effondrement de l'Union soviétique, à partir de 1990. Cet effort visant à créer de la haine contre les musulmans. Auparavant, c'étaient les communistes, et même les révolutionnaires arabes et musulmans étaient qualifiés de communistes, comme par exemple Mossadegh en Iran, ou les rebelles indonésiens, ou Abdel Nasser en Égypte. Ils étaient tous qualifiés de communistes. Et une fois le bloc communiste effondré, nous avons vu ce glissement vers l'islam comme nouvel ennemi. La principale inquiétude, bien sûr, pour ces sionistes, est que les diasporas arabes et musulmanes s'intègrent normalement dans la société, qu'elles se marient, accèdent à des postes de pouvoir et, comme tout le monde, influencent la société. Ils veulent donc s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Et le 11 septembre était le complot que Turki Al-Faisal, avec les sionistes, aurait créé pour, vous savez, empêcher cette intégration des peuples arabes et musulmans aux États-Unis en particulier. Cela dit, souvenez-vous de tout ce discours sur la théorie du grand remplacement au cours des 5 ou 6 dernières années. Avant le génocide, ils utilisaient déjà cette expression, la théorie du grand remplacement, en disant que les musulmans tentaient de remplacer les Européens dans leur propre pays. En réalité, le grand remplacement a déjà eu lieu lorsque les Européens ont envahi les Amériques, n'est-ce pas? Ils ont tué 150 millions de personnes dans les Amériques, 20 millions supplémentaires en Océanie, et les ont remplacés. Les Européens sont une espèce invasive en dehors de l'Europe. C'est ce qu'ils sont, malheureusement. Et la vérité, c'est que personne ne veut aller dans cette foutue Europe. Vous savez, Trump parle de pays de merde. Eh bien, il y a un temps pourri en Europe, des terres pourries où rien ne pousse, et il faut manger du fish and chips et des cuisses de grenouilles, d'accord? Personne en Afrique ne veut y aller, sauf s'ils sont bombardés dans leur propre pays. Le monde irait donc bien mieux. Non pas si l'immigration d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie vers l'Europe s'arrêtait, mais si l'on pouvait réduire cette espèce envahissante qu'on appelle les Européens en les renvoyant dans leur habitat naturel, en Europe. Ce serait considéré comme de l'écologisme anti-impérialiste, d'ailleurs. Vous savez, c'est la vérité. Et donc, ils projettent sur le reste de l'humanité les maux qu'ils ont eux-mêmes. Les maux de leur invasion des terres d'autrui,
du remplacement des cultures et du génocide, transformant les Amériques en une terre chrétienne blanche au lieu d'être aztèque, maya ou autre. Alors, regardez, quand on voit comment les sionistes s'affolent, prenons des pays comme la France, où 30% de la population est d'origine arabe ou africaine. Combien de personnes arabes ou africaines siègent au Parlement français? Est-ce 30%? Non, ce ne l'est pas. J'ai vécu à Montréal, au Canada, au Québec, appelez-le comme vous voulez. Ils se disputent entre francophones et anglophones. Et une personne sur 5 sur l'île de Montréal est d'origine arabe, libanaise, marocaine, algérienne. 1 sur 5. Il n'y a pas une seule personne arabe élue au conseil municipal de Montréal. C'est du racisme pur et simple. Il n'y a aucun parti à Montréal qui se présente aux élections municipales avec un candidat arabe sur sa liste. Tu sais, en France et au Québec, on nous appelle boulous, ce qui est comme le mot en haine pour les Arabes là-bas. Le racisme est, tu vois, profondément enraciné. Les seuls Arabes ou musulmans qui finissent en politique en Occident sont ceux qui ont baisé la bague et ont été filtrés depuis leurs années universitaires pour être à 100% sionistes. Je connais certaines de ces personnes qui sont maintenant députées au Canada. Des gens que je connaissais à l'université. Je me souviens à quel point ils étaient lâches, à quel point il était facile de les manipuler, à quel point ils étaient avides d'argent et de passer devant la caméra. Et maintenant, ils sont députés au Canada, faisant exactement ce que les sionistes veulent qu'ils fassent. Donc même les élus arabes et musulmans dans les pays occidentaux sont, pour la plupart, des implants et des agents des sionistes. Et au fait, Donald Trump parlait du Canada comme du 51e État des États-Unis. Mais quand on regarde l'influence qu'ils exercent sur le Canada, sur le plan politique et économique, eh bien, officiellement, ce n'est pas le 51e État, mais officieusement, de facto, ils font partie des États-Unis. Ils subissent beaucoup d'influence des États-Unis, de leur société. Penses-tu que cela pourrait aussi modifier les politiques au Canada? Oui, je veux dire, regardez, pratiquement toutes les ressources du Canada, parce que le Canada est simplement un pays riche en ressources avec une population très faible. C'est un État d'apartheid. C'est une colonie. Les peuples autochtones, quand on va dans leurs réserves, comme on les appelle, c'est comme une réserve animale, en fait. Les conditions de vie sont aussi mauvaises que dans les camps de réfugiés palestiniens ici au Liban. Ils n'ont pas d'eau potable, leurs terres sont empoisonnées. Le taux de suicide le plus élevé chez les enfants sur la planète se trouve au Canada, dans les populations autochtones. On leur a interdit de parler leur langue pendant des décennies. Ils ont été battus et violés dans les pensionnats. C'est la même histoire, bien sûr, que celle qui s'est produite aux États-Unis. Mais le Canada n'est qu'un endroit où les États-Unis extraient des ressources naturelles. Le pétrole et le gaz du Canada sont tous exportés vers les États-Unis. Toute la côte nord-est des États-Unis fonctionne grâce à l'électricité provenant des barrages hydroélectriques du Québec, de Terre-Neuve et du Nouveau-Brunswick. Désolé. Et donc, au fait, ces sables bitumineux, comme on les appelle, sont une sorte de pétrole mélangé à la couche arable. On peut voir le projet des sables bitumineux sur Google Earth. C'est le plus grand projet industriel de l'histoire humaine en termes de kilomètres carrés. Ils arrachent littéralement des forêts entières et retirent toute la couche arable pour produire ce pétrole. Ce pétrole ne sert qu'à une seule chose, alimenter les navires en diesel lourd. Ainsi, la majorité de la marine américaine fonctionne grâce au pétrole issu des sables bitumineux canadiens. Si les peuples autochtones bloquent ces oléoducs, comme ils l'ont fait la décennie dernière, c'était quoi déjà, Standing Rock? La marine américaine se retrouverait un peu coincée sans ce pétrole.
Le Canada occupe donc une position très importante. Encore une fois, la population canadienne pourrait faire beaucoup plus si elle veut vraiment que son gouvernement cesse de soutenir le génocide à Gaza ou d'être un instrument des impérialistes. C'est très simple. Les Canadiens ont en réalité un pouvoir d'action dont ils ne se rendent pas compte. S'ils coupaient l'approvisionnement en pétrole et en électricité vers les États-Unis, ces derniers se retrouveraient à genoux et l'Empire ne pourrait plus projeter sa puissance. Donc d'une certaine manière, oui, le Canada est le 51e État, qu'il l'annonce ou non. Et la population canadienne, si elle veut changer cela, ferait bien d'agir. Oui. Merci beaucoup, Leith, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. As always. Merci beaucoup, Nima. À la semaine prochaine. Yeah, please hit the like button and go to the Free Palestine. Oui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et aller sur freepalestine.video pour soutenir Leith. Merci beaucoup, Leith.